Valiantis. Lead the way. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette table ronde virtuelle Valiantis. Nous sommes ravis de vous retrouver ici. La session va démarrer d'ici quelques secondes, mais je souhaiterais d'abord partager avec vous quelques informations pratiques. Vous l'aurez remarqué, vous serez tous en mode muet durant cette présentation. Vous ne pouvez donc pas nous parler directement. Je vous invite cependant à utiliser le chat pour partager vos commentaires et poser vos questions, puisqu'il y aurait notamment une session questions-réponses en live en fin de présentation. Enfin, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette session a été préenregistrée pour éviter tout problème technique ou absence de dernière minute. Nous serons cependant bel et bien en direct pour répondre à toutes vos questions. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir autour de cette table ronde virtuelle plusieurs intervenants qui ont fait le choix de la transformation cloud. Bienvenue à Adèle Espirac de Doctolib, Olivier Prompte de Evidian du groupe Atos, Joël Gunther de GIP Simaris, Grégory Goubert d'Atlassian et Léo Kervizik de Valiantis. Léo, je te transmets le témoin. Peux-tu démarrer le tour de table par te présenter ? Merci Maëwen. Donc effectivement, Léo Kervizik, je suis responsable de l'équipe avant-vente France et Suisse de Valiantis. Donc rapidement, Valiantis est un intégrateur des solutions Atlassian depuis maintenant plus de 15 ans. Et depuis, on va dire, 2 ans, nous accompagnons Atlassian dans la transformation de leur solution du on-premise vers le mode SaaS. Et notamment, nous avons accompagné donc effectivement Doctolib, GIP Simaris et Evidian dans leur transformation agile autour des solutions Atlassian. Voilà, Adèle, je te laisse te présenter maintenant. Merci Léo. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis Adèle Espirac, je travaille chez Doctolib depuis un peu plus de 2 ans. Je travaille tout particulièrement sur l'expérience employée IT. Doctolib, je pense qu'on ne la présente plus. Les forts enjeux de l'entreprise, ça va être l'hypercroissance, puisque on onboard tous les mois plus de 100 personnes. Et donc, mon travail est beaucoup impacté par ça, et notamment sur des problématiques d'onboarding et de knowledge management pour lesquelles Confluence a hautement participé. Olivier. Ouais. Bonjour à tous. Oui, effectivement, merci de l'invitation. Donc, Olivier Prompte, je suis le directeur général de la société Evidian, qui se trouve au sein de BDS Big Data et Sécurité, qui est la division Cyber Products du groupe Atos. Donc, Evidian, c'est un éditeur de logiciels. Nous sommes environ 200 collaborateurs. On est principalement basé en France, mais également présent en Allemagne et au Japon. Et notre métier, c'est de concevoir, développer et évidemment commercialiser une suite logicielle de cybersécurité dans le domaine de l'identity et l'access management. Donc, le challenge que j'ai relevé quand j'ai rejoint le groupe Atos il y a maintenant 1 an et demi, c'est d'accompagner cette transformation dans l'activité de Evidian, puisque nous avons lancé il y a à peu près 1 an maintenant une nouvelle offre qui s'appuie sur le cloud, une offre as a service comme on dit aujourd'hui, et à ce titre c'est un élément qui change beaucoup la façon d'offrir nos services, de vendre nos solutions. On vend plus un produit, on vend des services, et donc à ce titre on a souhaité accompagner cette transformation avec un outillage, mais aussi surtout des process. On en parlera peut-être un peu plus tard. Joël. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, Joël Gunther, je suis responsable du centre de support du GIP Simaris, qui est un groupement d'intérêt public, donc une structure publique. Nous sommes éditeurs d'un logiciel de dossier patient informatisé spécialisé dans la psychiatrie, et nous avons démarré en 2006-2007 effectivement notre entreprise. Nous sommes un petit groupe de entre 80 et 90 employés, et nous travaillons donc en lien avec des structures de santé mentale à travers la France et en Suisse. Nous avons la chance d'être actuellement leader sur notre marché, qui est quelque part un marché de niche, mais où nous faisons face aujourd'hui à la concurrence des grands groupes qui, par le biais des groupements hospitaliers territoriaux, se lancent aussi sur le secteur de la psychiatrie. Merci. Donc Grégory, maintenant, je te laisse finir. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous. Donc moi, je suis Solution Engineer avant-vente pour Atlassian dans l'équipe française, qui est une équipe assez récente, parce qu'il y a un focus
pour développer les équipes locales pour accompagner nos différents clients. En tant qu'avant-vente, on a deux principales priorités dans notre équipe. La première, c'est assister nos partenaires qui sont le réseau critique, qui sont les gens qui sont en face de nos clients pour présenter nos offres. Donc moi, je suis en soutien technique pour les partenaires. Et deuxième grosse priorité, c'est la montée en puissance de l'offre Atlassian pour tous les grands comptes et toutes les grandes entreprises, en particulier en France, que ce soit aussi bien au DevOps, le service management, le work management, l'agilité à l'échelle, mais surtout en ce moment, gros sujet, la transformation en cloud. Merci. Tout d'abord, l'idée va être d'aborder dans un premier temps, je pense, les enjeux de chacune de vos entreprises par rapport à cette transformation cloud. Donc, est-ce que c'est une transformation globale de digitalisation suite peut-être à la crise actuelle liée au Covid? Peut-être que c'était juste une opportunité technologique avec la stratégie de l'éditeur Atlassian. Donc voilà, je vais vous laisser aborder les différents sujets. Dans un premier temps, je pense que je vais laisser la parole à Grégory, qui va certainement mieux introduire le sujet par rapport à la stratégie d'Atlassian sur le cloud. Oui, alors le cloud, c'est un grand mot. D'ailleurs, j'aime beaucoup le mot, l'expression transformation cloud, parce que beaucoup de nos clients partenaires ont tendance à commencer par parler de migration, mais bien plus que ça en fait. C'est pas juste une migration technique. Pour nous, la transformation cloud, c'est vraiment symbolique d'innovation, aussi bien technique que fonctionnelle. Alors le technique, c'est un peu évident. Pour nous, c'est une nouvelle infrastructure. Pour information, tous les produits sont réécrits intégralement pour se lier à la modernité, l'innovation, tout ce qui est microservices et autres. Donc, c'est pas juste un copier-coller de nos offres extrêmement populaires, historiques, qui ont été mises dans le cloud. On a utilisé cette mouvance vers le cloud comme une opportunité d'aller vers l'innovation technique. Donc, on a vraiment une plateforme extrêmement sécurisée, extrêmement innovante. Donc, ça, c'est vraiment la partie technique. Mais aussi le deuxième pan de cette transformation, et ça on l'oublie peut-être, et c'est bien qu'on ait justement les retours clients comme ça, c'est la partie fonctionnelle. C'est pas juste une migration technique comme je disais, c'est une nouvelle façon de travailler avec des nouvelles fonctionnalités, peut-être des connexions entre les différentes équipes, entre les différents outils et fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément avant la possibilité de faire, simplement par restriction technique. Donc pour nous, c'est vraiment dans notre ADN, on va dire, c'est vraiment nous améliorer la collaboration des équipes, qu'elles soient techniques, qu'elles soient RH, qu'elles soient légales, peu importe. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir avec cette nouvelle plateforme la possibilité de vraiment mieux lier les équipes et d'offrir tout un panel de services performants pour accompagner tous nos clients dans cette meilleure collaboration. Alors c'est pas une transformation toujours très simple. Il y a beaucoup d'enjeux techniques effectivement, surtout au niveau sécurité et complexité des environnements à migrer. Mais ça, effectivement, on a beaucoup de méthodologies et d'expérience par notre volume. Je rappelle qu'on a maintenant plus de 200 000 clients dans le monde sur les offres Atlassian et on a plus de 10 millions d'utilisateurs mensuels uniques sur notre plateforme cloud qui n'est pas si vieille que ça. Atlassian est en train de fêter ses 20 ans, mais notre cloud n'est pas si vieille que ça et on a déjà effectivement un nombre assez conséquent d'utilisateurs cloud. Je voulais revenir rapidement sur ce que tu as dit, effectivement, sur la transformation et les nouveaux usages. Moi, ce que j'aime bien dans l'offre cloud aujourd'hui sur Atlassian, c'est justement l'idée d'intégration rapide. C'est-à-dire, je peux commencer rapidement juste avec un Jira Software et l'étendre avec un JSM pour la partie production, mais aussi très rapidement, si j'ai besoin d'un Bitbucket pour mes développeurs, un peu de CI/CD et autres, très rapidement, les briques se déploient en quelques clics et sont nativement intégrées les unes aux autres, chose qui était plus compliquée quand on faisait du on-prem, parce qu'il fallait ouvrir les flux, la sécurité, ce genre de choses. Donc on a aussi j'aurais tendance à dire un time to market sur les services offerts assez rapide et assez agréable. Effectivement, on a vu des choses assez extraordinaires, des clients qui nous disaient je suis en train de planifier la mise en place d'un service desk ou autre et on leur disait vous avez une demi-heure, on y va. On clique sur un lien, on commence à créer l'instance automatiquement et on a des workflows, des templates. Donc ça, c'est vraiment pour nous, c'était une occasion extraordinaire de mettre à plat un petit peu la façon dont les gens travaillent, la façon dont les gens collaborent et justement des besoins comme ça. On a bien vu avec les crises qu'on a eues récemment, le besoin de réactivité était énorme. On ne peut plus se permettre d'avoir à demander une machine à l'IT qui va prendre 3 semaines pour arriver pour installer des plugins. Si on a besoin de mettre un événement de crise, une équipe de crise, on doit être capable effectivement instantanément de pouvoir, en toute sécurité, en toute confidentialité, pouvoir mettre en place un outil pour collaborer plus efficacement. Donc ça, c'est ça la beauté, je dirais,
de la transformation cloud. C'est cette transformation vraiment innovante et qui permet de s'adapter aux nouveaux usages de l'informatique. Côté Atos ou Doctolib, vos enjeux étaient lesquels? Parce que Adèle t'en a parlé un petit peu au début. Vous avez une croissance très forte, voire même exponentielle presque, j'aurais tendance à dire. Donc comment ça se passe? Quels étaient exactement les enjeux pour Doctolib sur le service Atlassian ou la transformation digitale dans son ensemble? Ouais, alors nous, quand je suis arrivée en 2019, on s'est posé beaucoup de questions sur la partie knowledge, puisque c'était un de nos gros enjeux. Et en fait, la partie, le projet, il s'est déroulé de la manière suivante. On a fait un appel d'offres, et ensuite on a pris la décision de partir avec 2 outils. Et en fait, la mise en place de Confluence, mais ça a été quasiment instantané. La phase finalement de décision pour arriver à maturité, savoir quel outil est-ce qu'on voulait utiliser, comment on voulait le proposer, a duré beaucoup plus de temps que la phase de mise en place. Donc vraiment pour nous, c'est le time to market qui est l'élément le plus intéressant. Il y a aussi le fait que les équipes tech étaient très intéressées par la manière dont Confluence fonctionne, parce que c'est un outil qui est très collaboratif. Et du coup, l'adoption a été particulièrement rapide aussi grâce à ça. D'accord. Joël, côté GIP Simaris, c'est quoi vos enjeux autour de la Alors transformation? nous, principalement, le Jira est utilisé depuis plus d'une dizaine d'années en fait au sein du GIP Simaris. On a essayé plusieurs solutions. On a eu du Jira Service Desk pendant un temps. Étant éditeur de logiciels, le Jira Software forcément fait partie des besoins ultra pratiques et ultra utilisés tous les jours, avec une partie support. Forcément, l'idée en fin de compte de remettre du service desk, enfin du service management aujourd'hui, est revenu à l'ordre du jour, et on va dire que la proposition finalement de Atlassian d'arrêter les solutions serveurs et de se focaliser sur la solution cloud a été pour nous un très gros moteur finalement pour nous lancer dans cette transformation. Et effectivement, comme le disait Grégory, il s'agit chez nous vraiment d'une transformation parce qu'on repense l'intégralité de nos workflows et de notre fonctionnement de travail. On a effectivement aujourd'hui uniquement du Jira Software en serveur. Demain, on va avoir effectivement du Jira, une partie de l'équivalent de Jira Core, une partie de Jira Service Management, une partie de Jira Software. Et la possibilité de tout interconnecter, le système de briques finalement est un très gros plus sur le cloud. Le système de management de licence finalement est très intéressant aussi, parce que comme je le disais avant, par rapport à d'autres confrères intervenants aujourd'hui, on est une petite structure, donc finalement on a aussi ce problème de licensing qui sur le serveur était problématique. Et finalement, les offres cloud sont beaucoup plus intéressantes aujourd'hui et permettent de varier effectivement au niveau des besoins. Donc effectivement, nous, c'est... Je suis d'accord. Je voulais juste revenir sur une chose pour ceux qui ne savent pas. Donc Jira Core et aujourd'hui l'offre équivalente sur le cloud, c'est Jira Work Management. L'idée, c'est d'avoir un process, Jira, de l'utiliser pour les équipes non techniques, que ce soit pour les RH, pour la comptabilité, différentes équipes qui ont besoin d'avoir un process intégré qui les aide dans leur travail au quotidien. Et sur la partie licensing, je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, avant, sur le Jira Server, on était par palier. Donc, c'était des paliers de 250, 500 utilisateurs, 2000, 10 000. Et donc, c'est vrai que dès qu'on passait, il y avait un effet de seuil. Dès que j'avais 500 utilisateurs, j'étais obligé de prendre le palier de 2000. Alors qu'aujourd'hui, cette contrainte sur le cloud est complètement différente. Et en plus, on n'est pas obligé d'attendre la date anniversaire pour renouveler. On a aussi une capacité à récupérer une partie de l'investissement pour l'investir dans les upgrades de licences. Donc on a vraiment là un vrai avantage financier sur la gestion de licences pour les entreprises, et effectivement ça c'est une vraie plus-value aujourd'hui. Olivier, je sais que pour Evidian c'était un peu différent parce que vous êtes parti directement sur le cloud et vous n'étiez pas utilisateur de la solution Atlassian, enfin dans ton service, parce que de mémoire je crois qu'il y a une partie de ton service de R&D qui était déjà un peu utilisateur et qu'on migrait sur le cloud. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer toi ta stratégie, tes enjeux au niveau de cette transformation? Oui, alors effectivement, le contexte est un peu différent, mais finalement ça recoupe pas mal des retours de Joël et de Adèle. Le premier point, c'est que
En tant qu'éditeur de logiciels, bien évidemment, la solution Jira était déjà utilisée depuis un moment chez Vidian, surtout par la R&D, beaucoup par la R&D. Par contre, dans un contexte un peu particulier, Evidian, c'est un éditeur qui fait partie d'un très grand groupe qui s'appelle Atos. On utilisait jusqu'alors les solutions fournies par le groupe pour Jira. Et assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que dans le cadre de la nouvelle offre as a service dans le cloud qu'on voulait fournir, on avait besoin de plus d'agilité, beaucoup plus de réactivité, de disposer de quelque chose qui soit plus customisé à nos besoins et à nos processus. Et ça, c'est le point de départ finalement. Mais assez rapidement, l'ambition est devenue plus importante parce que en même temps que l'offre purement Jira Software, on voulait également entamer la rénovation des outils de support qu'on utilisait jusqu'alors. Et comme c'est un sujet sensible, parce que c'est un élément important pour un éditeur de logiciels, on gère des contrats de support, du renouvellement, les tickets avec les clients, cette solution déjà en place, qui donnait satisfaction mais qui était vieillissante, un des éléments, c'est qu'on l'a fait tout de suite rentrer dans le périmètre de notre projet de transformation. Et en avançant avec les différentes équipes qui sont impliquées, le support, la R&D, les opérations cloud, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait être un peu plus ambitieux et faire que ce soit l'occasion de mettre en place des nouveaux process de collaboration entre les équipes. Donc, je retrouve tout à fait les arguments que Grégory présentait tout à l'heure. Il y a une partie technique, parce que c'est vrai, on a fait une migration technique de Jira on-premise vers la version cloud. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante du projet, honnêtement, ça c'est vraiment très très technique. Mais derrière, ce qui est très intéressant, c'est tout le fonctionnel qu'on a pu mettre en place avec, nous on a Jira Software, Jira Service Management et puis Confluence, de faire ce lien entre à la fois les fonctionnalités offertes par l'offre Atlassian, mais aussi l'occasion de redéfinir nos process de collaboration au sein des équipes. Et comme c'est un élément très très fédérateur pour l'ensemble des équipes, c'est un sujet qui est devenu très visible au sein de Evidian. D'accord. Donc effectivement, en synthèse, les enjeux sont effectivement déjà techniques, notamment pour les utilisateurs historiques ou déjà utilisateurs des solutions. Mais ce que je note, c'est surtout cette capacité à répondre assez vite à vos enjeux. Une adhésion très rapide, par exemple pour Doctolib, une capacité à offrir des nouveaux services et à mieux faire interagir les équipes, ce qui est là aussi le leitmotiv d'Atlassian, Teamwork. C'est vraiment l'idée des outils Atlassian, c'est vraiment de faciliter cette collaboration et le travail en commun. Maintenant, je vais faire une petite transition sur la partie les événements marquants. Donc moi, je vais peut-être un peu parler de ce que je vis moi dans la partie avant-vente dans un premier temps. C'est que régulièrement, effectivement, quand je suis en contact avec les entreprises, on a beaucoup de questions, comme l'a dit Grégory. La sécurité, souvent sur le cloud, c'est presque la première question et les premiers risques identifiés dans la transformation cloud. Il y a aussi des questions des fois dans la sécurité, la localisation des données. Donc nous, ça avait été l'année dernière, ça avait été effectivement une difficulté forte. Et là, Atlassian a su répondre assez vite. Et moi, c'est ça aussi la force que je trouve aujourd'hui sur l'offre cloud, c'est cette capacité à répondre vite à des nouveaux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on avait besoin de nouvelles fonctionnalités sur l'on-premise, il y avait un temps de correction, d'intégration des nouvelles fonctionnalités dans les produits assez longues, parce qu'il y avait toutes les releases à gérer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette offre cloud permet à Atlassian, en tout cas, d'avoir une réponse vraiment plus rapide pour son time to market et quelque part de rassurer les clients. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'avais les clients début d'année dernière, je disais, je ne sais pas exactement quand. Et 2 ou 3 mois plus tard, c'était déjà mis en place. Et on pouvait rappeler nos clients en disant, voilà, c'est fait, c'est disponible. Et tout de suite, la stratégie a pu se mettre en œuvre. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça, beaucoup de fonctionnalités qui étaient clés, qui étaient problématiques dans un premier temps. L'outil de migration sur JSM, ce genre de choses. On parle beaucoup de technique, désolé, je suis avant-vente. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de difficultés, mais que ça avance très vite et qu'en plus, on arrive à apporter des solutions très rapides à nos clients et que la satisfaction s'y retrouve et qu'en plus, le délai
de transformation se raccourcit de plus en plus, et ça, c'est une vraie plus-value. Chacun, par rapport à ces cas de migration, que ce soit l'assessment, que ça peut être une difficulté sur la sécurité, que ce soit, comme l'a dit Olivier, sur les phases de mise en œuvre avec peut-être des contraintes ou certains moments qui se passent pas forcément très bien. Qu'est-ce que vous retenez un peu de vos différents chantiers, opérations sur la transformation? Est-ce qu'il y a vraiment des événements qui vous ont marqué et qui peut-être vous avez passé un mauvais moment, ou plutôt une très bonne surprise, vous avez identifié une difficulté, puis en fait ça n'a pas du tout en été une? Voilà, ça c'est un joli silence, donc tout s'est très bien passé, j'en déduis. Aucun Bah, événement. alors je peux commenter parce que à la limite pour te sortir du silence. Non, bah, s'il y en a pas, il y en a pas. Ça me va. Non, mais bien sûr que si. En fait, comme je le disais juste auparavant, il y a eu une phase de migration du Jira on-prem vers le Jira dans le cloud. C'est très technique comme approche. On a fait face à des moments un peu pénibles parce que on utilisait aussi Bitbucket pour certaines fonctionnalités. On voulait pas que cette partie-là parte dans le cloud. On voulait que ça reste on-premise. Et donc, ces éléments-là ont rendu cette phase un petit peu plus stressante parce que arrêter toute une équipe de R&D qui travaille au quotidien sur du Jira, c'est compliqué. Donc, avec Vaillantis, là, on a vraiment pu faire une démarche très fluide, la plus transparente, et je pense que la migration technique, elle s'est faite en moins d'une journée après tout le travail préparatoire. Donc ça s'est passé plutôt très bien. Non, je dirais que le fait le plus marquant finalement, c'est même avant de se lancer dans cette migration, c'est quand on a constitué l'équipe projet pour avancer sur ce sujet-là. Alors évidemment, comme tout le monde, on a évalué plein d'autres solutions avant de partir sur Atlassian. Mais quand on a fondé nos choix sur Atlassian et qu'on a constitué l'équipe projet, on a fait tout de suite le choix d'impliquer des représentants de chacune des grandes équipes, donc la R&D, le support, le service, les opérations. Et c'est devenu un projet d'entreprise. Bon, alors, Vidian, Atos, c'est une très grosse entreprise. Vidian, c'est plus petit. Hein, je vous le disais, on est environ 200 collaborateurs. Mais malgré tout, c'est devenu un projet d'entreprise sur lequel beaucoup d'équipes ont souhaité participer très activement à l'établissement de nouveaux processus. Et donc, finalement, on n'a pas eu de problème de recrutement, on n'a pas eu de problème pour faire avancer le sujet, on a plus dû canaliser les envies pour faire qu'on arrive à établir avec Vaillantis un socle qui soit pérenne, sur lequel ensuite faire évoluer la solution. Parce que nous, c'est un projet qui va se dérouler en de très nombreuses phases et qui se terminera par la migration de l'ancien outillage et de son contenu vers Atlassian. On n'en est pas là aujourd'hui. On a fait la migration technique de Jira. On est en train de passer en production la partie Jira Service Management pour offrir un nouveau portail avec une knowledge base basée sur Confluence et autres. Donc voilà, ce sont des étapes qui ont été très fondatrices dans ce projet. Je suis très content d'entendre effectivement que chez Evidian, il y a eu un espèce de change management très positif, alors que souvent, c'est souvent l'inverse. C'est souvent le change management est souvent un frein dans l'état d'esprit, dans l'adhésion. Et effectivement, là-dessus, côté GIP ou côté de Tolib, vous avez le même phénomène d'adhésion des équipes ou peut-être un peu plus d'événements dubitatifs, ou c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer? Mon métier, il va devenir quoi? Alors, pour notre part, enfin, je pense qu'on est la phase la plus au début finalement des trois intervenants. On a fini l'assessment fin d'année dernière. On vient de finir le planning en fait du projet sur l'année 2022. J'ai commencé à en parler en interne en tant que porteur de projet. J'ai commencé à constituer effectivement les équipes, et comme le disait Olivier, on est effectivement sur une adhésion dès le départ en fait, parce que à notre niveau, comme je le disais avant, on est sur 10 ans d'utilisation du logiciel. Tous les services au sein de notre structure en fait utilisent Jira, que ce soit la qualité, les RH, le financier, le support, le dev. Tout le monde est intéressé parce que finalement tout le monde l'utilise aujourd'hui, et quand on a parlé effectivement de remettre au goût du jour, d'apporter quelque part aussi des nouvelles fonctionnalités, parce que entre un Jira Server et un Jira Cloud, il y a forcément des choses qui ont été rajoutées. Donc effectivement, tout ça fait partie des éléments qui ont permis de faire une adhésion dès le départ.
Pareil, hein, pas trop de problèmes de recrutement c'est plus du problème de canalisation. Et voilà. Après, nous, au niveau des défis, comme dit, on a essayé d'anticiper au maximum. On a passé beaucoup de temps à discuter avec Valiantis sur comment faire ça bien, faire ça dans les meilleures conditions pour tout le monde. Nous, en plus, on a la chance et le challenge de rajouter une ressource en interne qui va devenir administrateur, parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas d'administrateur dédié à cette ressource, qui est pourtant notre cœur de métier. Donc voilà, donc on a effectivement tout ça. Les doutes que j'ai effectivement, forcément, c'est de réussir à tout faire dans les temps, parce que on a beaucoup parlé avec Léo pendant la phase d'avant-vente. C'est effectivement la partie, j'ai des besoins qu'au 1er janvier, une certaine partie soit déjà effectivement sur Jira. On peut en parler parce qu'effectivement, je pense que c'est un cas qui doit beaucoup se produire chez les gens qui ont une solution on-prem. C'est qu'en fait, la difficulté, déjà, tu me corriges hein, si je me trompe de mémoire, c'est qu'effectivement, ces licences on-prem arrivent à expiration en fin d'année. Donc l'idée, grâce à Atlassian, c'est-à-dire que pendant cette durée-là, on a des licences offertes sur l'évaluation de produits cloud. Et donc, c'est d'arriver à faire rentrer la migration dans la solution cloud avant l'expiration de son instance on-premise pour éviter de racheter une nouvelle licence. Donc, on est time-boxé, on a un jalon fort et une contrainte forte d'ici la fin d'année de réaliser sa migration. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très souvent constaté par les clients, c'est j'ai une instance on-prem, je veux migrer sur le cloud, mais il faut que ça soit fini avant l'expiration de ma licence, de façon à bénéficier de la solution au bon moment, quoi. Vas-y, je te laisse. Sur l'assessment, j'avais une question. Sur l'assessment, est-ce qu'il y a eu des éléments ou des domaines sur lesquels vous avez eu des surprises ou des interrogations, peut-être même des bonnes surprises? Parce que moi, je sais que souvent les clients, quand on leur explique, et c'est là où je suis content de Grégory expliquer que le cloud était vraiment une solution technique complètement différente du on-prem, et souvent les clients ne comprennent pas, bah oui, mais c'est Jira vers Jira, donc c'est facile, vous avez juste à prendre et c'est fini. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc c'est souvent ça que nos clients ont dû de la difficulté à comprendre, c'est que effectivement c'est pas une opération triviale, même si c'est technique, notamment au niveau des apps. Là, des fois il y a des fonctionnalités qui sont pas encore présentes ou de la donnée qu'on peut pas encore migrer parce qu'il y a quand même un écosystème autour d'Atlassian avec une marketplace qui fonctionne un peu comme au téléphone mobile. Hein. On a des apps avec des éditeurs différents et donc ces éditeurs doivent eux-mêmes supporter la transformation cloud auprès de leurs propres apps pour assurer le déplacement de la donnée du point A vers le cloud. Et ça, c'est un peu compliqué. Au niveau de cet assessment, il y a eu des éléments qui ont été plus difficiles ou qui ont presque peut-être remis en cause la décision ou pas du tout? Alors effectivement, tu fais bien de parler de cette notion d'applications en fin de compte qui sont sur Jira Server mais qui ne sont pas forcément encore disponibles sur Jira Cloud. On a le cas effectivement d'un plugin qu'on utilise énormément de manière totalement transverse et tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand on a discuté de faire la migration, cette app n'était pas encore disponible sur le cloud. On a eu la chance que Valiantis en fait a directement pris contact avec l'éditeur en disant bon bah voilà, j'ai ce cas de figure, est-ce que vous avez entre nous, ce sera pas répété, une date approximative, et elle a pu tout de suite nous rassurer en nous disant vous inquiétez pas, si effectivement vous faites comme on l'a prévu 1er janvier 2023, ils seront sur le cloud avec une version qui ne sera plus une version bêta mais une version en prod. Donc ça c'était quelque chose déjà de très intéressant de pouvoir le faire avec Valiantis parce qu'il y a effectivement des contacts avec des éditeurs qu'on n'aurait pas nous. Enfin, je pense pas qu'en tant que client lambda, on aurait posé cette question, on aurait eu une réponse en moins de 24 heures, comme ça a été le cas pour Valiantis. Et l'autre élément, c'est, on en revient toujours sur ce que disait Grégory au tout début. Pendant l'assessment, on a fait des groupes de travail effectivement pour discuter, partie support, partie dev. Très honnêtement, tout le monde est arrivé avec la liste au Père Noël en mode je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça. Alors qu'aujourd'hui, on fait grosso modo 10% de ce qu'on a demandé. Hein, et en fin de compte, Valiantis, en 12 heures, nous a dit bon bah voilà, je vous ai fait un POC, est-ce que ça vous convient? Et en fin de compte, c'était exactement la liste au Père Noël qu'on avait demandé. Tout était là, alors que pour nous en interne, ça aurait mis sur Jira Server, ça aurait mis 6 mois, 1 an à réussir à tout mettre en une seule fois ensemble. Et là, effectivement, en 12 heures, bon alors je dis 12 heures parce que c'était soir-matin, mais je pense qu'elle a fait ça plus rapidement. Mais effectivement, notre interlocuteur de chez Valiantis nous a sorti un POC qui correspondait pile poil à ce qu'on avait demandé.
avec effectivement la connaissance de beaucoup d'applications du marketplace qui ont permis effectivement de nous offrir des solutions qui correspondaient à nos besoins, en plus de ce que Atlassian propose déjà. Donc, voilà. Ouais, super. Si on arrive à répondre aux attentes. Bon, je tiens à rassurer tout le monde, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Quand les besoins sont plutôt simples, c'est effectivement, on peut répondre vite, mais on a toujours des fois des cas métiers qui nous posent problème. Mais effectivement, je suis content d'entendre un client, en tout cas, à qui on a pu apporter une réponse très rapidement. Adèle, on t'a pas trop entendu sur des événements liés au cloud. Est-ce que tu as peut-être Ouais. quelque chose à partager? Alors, nous, chez Doctolib, on est un cas un peu particulier parce qu'en fait, il n'y a pas eu de migration à faire parce qu'on partait d'une page blanche. Donc, on n'a jamais connu ces challenges techniques de dire comment on passe de la version on-prem à la version cloud. Donc, pour Confluence, par exemple, on est vraiment parti d'un espace vide. Le challenge, ça a été de créer du contenu, ça a été de provisionner tous les utilisateurs d'un coup. Mais finalement, voilà, cette migration, on n'a pas trop eu affaire à ça. De même pour Jira Service Management, puisque aujourd'hui toutes nos équipes support l'utilisent. Donc on a la sécurité, le procurement, évidemment l'équipe IT. Là pour le coup, on a eu une migration de Zendesk vers Jira Service Management. Enfin, migration. Je crois pas qu'on ait migré les tickets en soi. Vous avez juste basculé de service. Oui, c'est ça. En fait, à partir du 1er janvier, on a fait ça un 1er janvier on a lancé le nouveau service. La valeur ajoutée, c'était que toutes les équipes, enfin c'était le portail. Donc pour un nouvel employé, il n'y a plus besoin de savoir est-ce qu'il faut envoyer un mail à it@doctolib.com ou RH ou etc. Il n'y a qu'à se connecter sur le portail et tout est directement disponible. Donc voilà, les enjeux techniques, finalement, nous, on est passé à travers les mailles du filet. Non, je suis très content parce que ça sous-entend aussi derrière que, pour sortir un peu de l'enjeu technique, moi ce que j'entends aussi c'est que les enjeux métiers ont été respectés, c'est-à-dire que vous avez eu la capacité avec ce qu'offre la marketplace ou ce qu'offre Atlassian nativement, des réponses simples, intégrées, que ce soit dans la solution Confluence ou dans la solution JSM, parce que on a beau dire oui, je fais le portail et je suis capable de faire de l'onboarding d'un collaborateur, c'est quand même pas inné ensuite à faire le bon dispatching tout de suite auprès des équipes, de s'assurer de la prise en charge, de la bonne assignation, du suivi, des tableaux de bord de suivi. Enfin, c'est quand même un process métier intégré. Et moi, ce que j'entends, j'ai l'impression, c'est que l'intégration s'est passée de manière assez simple. Et donc, la plus-value y était. C'est-à-dire le time to market encore rapide et un cas d'usage bien intégré dans l'entreprise. Et moi, je trouve ça génial, personnellement. Ouais, et effectivement, la partie change management a été importante. Il y a des formations qui ont été faites auprès de toutes les équipes support, de manière à ce que effectivement tout le monde soit prêt à travailler avec la mise en place du nouveau portail. Oui, c'est un point effectivement vraiment important, la partie formation. Nous, on a beaucoup misé dessus en amont de lancer ce projet-là. Alors, ça peut paraître surprenant parce que les équipes R&D, ça fait déjà de nombreuses années qu'ils travaillent sur Jira, mais pas que les équipes R&D, hein, il y avait toutes les autres autour. Et surtout, l'équipe projet qui pilote ce déploiement aux côtés de Valiantis, on voulait s'assurer qu'ils aient le bon niveau de maîtrise de l'offre Atlassian avant de commencer le projet avec Valiantis, pour avoir un niveau d'échange qui soit le plus adapté possible. Et ensuite, on a étendu les formations aux équipes. Et d'ailleurs, on travaille même en ce moment même avec Valiantis sur des formations sur mesure pour accélérer encore plus, je dirais, l'onboardement des collaborateurs, non pas sur l'outil par lui-même, parce que ça s'appréhende plutôt facilement, mais plus sur les process qu'on met en place sur ces outils et qui, eux, introduisent du changement. Et puis, l'intérêt aussi de faire cette formation au contexte Evidian, c'est surtout vous-même d'avoir une capacité d'onboarder facilement les futurs entrants de chez Evidian, soit en les formant vous-même ou en ayant un support au plus près de vos instances. C'est aussi intéressant. Oui, alors il y a quand même un autre élément, c'est qu'aussi on voulait être un peu autonome sur certains points. Oui, bien sûr. Donc, c'est une stratégie. Là, c'est une stratégie d'entreprise aussi, mais c'est une autre stratégie. Ça, c'est est-ce qu'on préfère externaliser ou internaliser la compétence et là aussi, c'est un vrai challenge. Mais c'est vrai que sur ce dossier formation, on a aussi des retours d'expérience maintenant où il y a des entreprises qui, fut un temps, prenaient Jira, le mettaient dans les pattes de l'IT en disant allez, c'est bon, vous connaissez, vous êtes l'IT, vous savez. Et on se rend compte des fois,
3, 4 ans ou même 5 ans plus tard, quand on intervient sur des audits ou sur des coachings parce qu'on nous dit ça fonctionne pas, on comprend pas ce qui se passe, puis on discute avec les gens et les gens nous disent bah oui mais on nous a donné l'outil mais personne nous a expliqué ce qu'on devait faire derrière. Et donc chacun s'approprie l'outil comme il voulait et donc ça finit par créer des problèmes justement de pilotage, de coordination, d'adaptation du process métier avec l'usage de l'outil. Et c'est vrai qu'il faut un peu mettre fin à j'aurais tendance à dire à cette idée l'outil, même si c'est un outil de l'agilité ou un outil utile pour les services managés, c'est pas l'outil qui drive la méthodologie, c'est la méthodologie qui drive l'outil. L'outil doit s'adapter à ce que vous faites et c'est pas à vous de vous adapter à l'outil, c'est l'outil qui doit être le plus facilitant dans vos activités au quotidien pour avoir le maximum de ROI. Dire je prends Jira out of the box, je le déploie et après ça va marcher tout seul, c'est un peu plus compliqué que ça malheureusement. On arrive bientôt à la fin de cette heure, ça passe vite. Maintenant, je vais faire un petit tour de table sur les bilans. Alors, Joël, désolé, hein, je sais que je suis encore à l'assessment, mais peut-être juste déjà un bilan de cet assessment, même si on en a rapidement parlé. Voilà, un petit peu à tous, qu'est-ce que ça a apporté? Je pense que les ROI sont là, mais je voudrais pas anticiper vos conclusions. Voilà, donc qui veut ouvrir le bal de la conclusion de sa transformation cloud? Encore un joli Bon, allez, silence. je me lance du coup cette fois-ci. Alors le bilan que je ferai de l'assessment, c'est que ça peut se faire seul, mais c'est quand même vachement mieux quand on est accompagné. Parce que les outils Atlassian sont très complets et permettent de faire énormément de choses. Et avec trop de zèle, on peut mal faire les choses. Je prends l'exemple chez nous, hein, c'est 10 ans avec une administration qui était réalisée par des personnes dont c'était pas forcément le métier, avec effectivement une solution qui permettait déjà beaucoup de choses. Je sais que cette fois-ci, on a voulu implémenter tout de suite les best practices, que ce soit dans le paramétrage, mais aussi dans les workflows, les échanges entre les différents modules de Jira. Et enfin de Atlassian de manière générale. Et je sais que l'accompagnement pour ça nous a été vraiment très bénéfique parce que ça nous a permis de vraiment bien cadrer les choses, de calmer, comme je le disais avant, hein, de calmer nos ardeurs aussi sur ce qu'on voulait demander et sur ce qu'on voulait faire, et de replacer effectivement les choses un peu dans leur contexte et de remettre en fin de compte les bons process aux bons endroits en fait. Donc personnellement, l'assessment a été très instructif pour tout le monde, pas que pour moi en tant que chef de projet ou pour ma direction sur la validation ou non de cette transformation, mais aussi pour tous les intervenants en fait des différents groupes de travail qui après en ont rediscuté au sein de leurs équipes, et ce qui a permis effectivement de faire une réelle cohésion. Et effectivement, c'est devenu d'un projet IT entre guillemets, c'est devenu un projet d'entreprise chez nous aussi. Super. Adèle, la conclusion de vos usages cloud, ça fait plus d'1 an que vous y êtes maintenant. Ouais. Alors nous, d'un point de vue knowledge, Confluence aujourd'hui, c'est le centre névralgique, c'est la source de vérité. Voilà, c'est devenu naturel pour tout le monde dès qu'on cherche une information d'aller chercher sur Confluence, particulièrement dans les équipes tech. Donc pour moi, le bilan, il est hyper positif. Enfin, quelques nombres, on a aujourd'hui plus de 1000 utilisateurs, donc 1000 licences sur Confluence, et quasiment 300 sur Jira Service Management. Jira Service Management, du coup, le process, on va dire, de support pour n'importe quelle équipe chez Doctolib, on utilise le portail pour le support de toutes les équipes, et ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Tous les employés le disent, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Et aussi côté équipe support, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Petite question par rapport au portail. Vous avez ouvert une base de connaissances vers les utilisateurs pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur traitement ou... Alors, pas encore. En fait, on a un autre outil qu'on utilise pour la gestion de connaissances, qui est une sorte d'intranet. On est encore en réflexion sur est-ce qu'on migrerait pas une partie du contenu vers Confluence pour avoir vraiment
voilà, vraiment tout le parcours employé qui se passe sur le portail. Donc, idée pour un prochain atelier de discussion, la gestion de la connaissance dans les entreprises avec Confluence. C'est une idée pour Maïwen, peut-être l'année prochaine. Olivier, côté Evidian, les conclusions. Le bilan, c'est pas vraiment. Je peux pas faire un bilan maintenant parce que voilà, le chemin est encore long, mais on a quand même passé de belles étapes. L'assessment on l'a fait, la migration technique on l'a effectuée, la partie sur le portail on l'a effectuée. Ça va atterrir là d'ici quelques mois. Moi, j'étais surpris de certains aspects qu'on n'avait peut-être pas très bien anticipés parce que comme on était sur des versions on-premise de la solution Atlassian, en passant dans le cloud, il y a deux phénomènes en fait. Il y a des choses très positives parce qu'il y a des nouveautés et il y a un niveau d'intégration entre les différentes offres qui est vraiment c'est très attractif. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et puis d'un autre côté, il y a des choses qui sont plus frustrantes parce que ça existe, mais c'est pas au même niveau de fonctionnalité. Alors parfois, il faut bien anticiper ces différences-là. Quand la version on-premise finalement apporte beaucoup de souplesse sur les personnalisations, les contournements qu'on peut être amené à mettre en place, sur la version cloud, il faut être très regardant sur cet aspect-là pour ne pas se retrouver dans une voie sans issue. Autre aspect que j'avais pas non plus aussi bien anticipé, c'était les aspects des add-ons. Parce qu'en fait, c'est compliqué, tous les add-ons. C'est un sujet qui est complexe parce que l'assessment a défini ce qu'on voulait faire, les différentes étapes dans lesquelles on voulait amener les choses. Et puis après, on a un investissement financier à faire. On est dans un grand groupe, donc il y a des process d'achat qui sont parfois un peu complexes. Et derrière, les add-ons, c'est un petit peu le poil à gratter qui vient dans le paysage parce que on ne sait pas tout de suite exactement tous ceux qu'on va avoir besoin. Et là, pour ça, Vaillantis nous a beaucoup aidé. Et c'était un point important parce que on peut vite vouloir faire beaucoup de choses par soi-même quand on peut prendre des raccourcis avec certains composants tiers. Et puis, on peut aussi vite se perdre si on part dans des personnalisations trop avancées. Et c'est vraiment la raison pour laquelle nous, on a souhaité se faire accompagner. On a plein de gens qui font du Jira, qui ont fait des workflows customisés chez nous. On s'est dit non, là, il faut que, avant toute chose, on crée des fondations qui soient solides, qu'on ait la maîtrise du sujet au niveau de la core team pour qu'on s'assure que par la suite, avec l'aide de Vaillantis, le reste des process s'appuie sur quelque chose qui pourra tenir les nouvelles fonctionnalités qu'on veut faire arriver. Pour nous, l'accompagnement, c'était pas une option. Ta conclusion me fait penser à deux choses. Effectivement, déjà sur les apps, effectivement, on ne peut pas gagner sur tous les fronts. Effectivement, il y a un petit changement de paradigme entre on-prem et la partie cloud, c'est qu'on avait des évaluations jusqu'à 3 mois, des fois voire plus, si les éditeurs étaient d'accord, pour évaluer leurs add-ons. Donc on avait une politique de try and bug un peu plus longue sur le on-prem, et c'est vrai que ça permettait d'avoir une certitude dans le projet, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir 3-4 mois de tests. Et ensuite, on validait, on faisait le relevé des apps et puis on pouvait payer puisqu'on savait là où on allait. Aujourd'hui, malheureusement, sur le cloud, on n'a que 2 mois d'évaluation. Effectivement, c'est rapide et ça change. Par contre, pour un peu nuancer le trait, c'est qu'on peut passer sur du mensuel et donc avoir un investissement à minima ou avec peut-être un palier d'utilisateur très bas pour pouvoir avoir un coût minimum, le temps d'évaluer et de réadapter si besoin. Donc ça, c'est pour la partie apps. Deuxième chose sur les apps, Atlassian est en train de travailler sur leur nouveau framework Forge, justement pour aller un peu plus loin dans les intégrations pour les éditeurs. Et même si j'ai bien compris, Grégory, n'hésite pas à me corriger si je me trompe, de pouvoir permettre aux éditeurs d'avoir une partie de leur code directement dans l'infrastructure d'Atlassian, de façon à améliorer l'intégration, éviter des fois ces temps de latence avec les SI des différents éditeurs. Et donc, je pense que d'ici 12-24 mois, il y a de fortes chances que ça change encore et que les intégrations soient meilleures. Mais ça va dépendre du dynamisme des différents éditeurs. Et dernier point, c'est la gouvernance de vos applications. Ça vaut pour le on-prem et pour le cloud. Effectivement, tous les usages, que ce soit la sécurité, que ce soit les apps, que ce soit le change management, avec toujours plein de personnes qui ont des nouvelles idées et qui veulent améliorer les choses. Il y a quand même une idée de gouvernance derrière, parce que ça reste quand même des investissements pour l'entreprise. Je veux dire, si on met une apps, il n'y a que 10 personnes et qu'on est sur une instance 2000,
ça fait souvent un investissement lourd pour 10 personnes. Donc, il faut toujours challenger le besoin. Il faut qu'il y ait un ROI fort pour l'entreprise et ça, il faut toujours le challenger. Je prends souvent l'exemple, il y a toujours quelqu'un qui veut peut-être aller un process d'achat rapide sur les nouveaux mobiles et puis en fait, on se rend compte au bout d'un an qu'ils ont fait que 2 demandes. Donc, on a peut-être passé 10 jours de travail, ça va peut-être coûter 20 000 francs, enfin 20 000 euros à l'entreprise. Et pour 2 usages par an, ça fait peut-être cher le ticket, quoi. Donc voilà, il faut bien challenger, bien mettre une bonne gouvernance, aussi bien du côté métier que du côté de la technique, pour prendre la décision. Donc ça, c'est souvent les choses. Et dernier élément, par rapport à cette gouvernance, c'est toutes les solutions que je connaisse quand on vient chez Atlassian ou qu'on quitte Atlassian, ça meurt d'une chose, ça meurt des coûts de MCO, donc de maintenance. Les coûts de maintenance, c'est ce qui tue toutes les solutions. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours standardiser, uniformiser et bien s'assurer du ROI de vos process. Parce que si vous lâchez et vous ouvrez la boîte de Pandore, vous êtes sûr que d'ici 2-3 ans, l'outil devient immaintenable et on va dire, bon, allez, on passe à une autre solution, ça sera plus simple. Voilà ma perception des choses. Grégory, je vais te laisser conclure avec tout ce qu'on s'est dit. Je pense que tu as aussi toi-même pas mal de conclusions avec le retour d'Atlassian sur cette migration et transformation cloud. Oui, oui, non, mais je vais laisser du temps pour les questions juste après. Mais c'est vrai que je suis très content d'avoir ces différents retours d'expérience parce qu'ils sont extrêmement significatifs avec nous le grand nombre de retours qu'on a de nos expériences cloud. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce genre de prise de maturité de l'informatique. Enfin, après, je vais rentrer dans des considérations un petit peu génériques, mais on a quand même, et par rapport à ce que disait Joël, c'est vrai que Jira a bénéficié d'une popularité énorme pour son côté liberté, flexibilité. C'était la grande époque de la montée de l'agilité, la liberté des équipes, et faire que les équipes devenaient un peu la base de la connaissance et de l'outcome, on va dire, dans les entreprises. Mais c'est vrai que depuis maintenant quelques décennies, on est tous un petit peu avec de la bouteille pour voir cette évolution. On voit, et surtout, moi je parle je remets ça avec l'agilité à l'échelle, on voit qu'il y a une maturité, et c'est une maturité de l'informatique en général. C'est plus vraiment la technique qui importe, c'est de plus en plus le process, la façon dont les équipes travaillent et la façon dont les gens collaborent. Et c'est ça qui je trouve extraordinaire avec l'offre Atlassian et avec tous nos clients qui y mettent un petit peu leur complexité et leur collaboration, c'est qu'on met de plus en plus en avance les équipes. On veut que la technique disparaisse de plus en plus pour que ce qui soit important, ce soit les workflows, la collaboration et l'efficacité un petit peu de la collaboration des gens. Et on voit effectivement cette liberté de Jira maintenant devient un peu plus raisonnée, un peu plus mûre, on va dire. Les gens maintenant ont compris que la liberté à 100%, c'était bien un petit peu, mais que dans, on va dire, le grand schéma des choses, à un moment, il faut quand même essayer de recouper au niveau entreprise, au niveau collaboration et avoir des choses qui sont plus orientées gens et équipes plus que techniques. Et c'est là qu'on veut vraiment que le cloud Atlassian si tu me permets, c'est une phrase que j'ai souvent avec les clients par rapport à l'agilité, c'est que les gens ont confondu autonomie avec indépendance. L'autonomie, tu le mets dans un cadre, l'indépendance, tu fais ce que tu veux. Et je pense qu'on avait accordé trop d'indépendance aux équipes sur Jira, alors qu'on devait leur accorder juste une certaine autonomie. Enfin voilà, je te laisse continuer. Donc nous, on fait beaucoup de travail justement sur la complexité. Donc là, l'avantage, c'est que nous, on n'a pas la connaissance terrain de nos réseaux de partenaires qui nous est extrêmement utile pour justement la phase de discovery et d'assessment. Le problème numéro un, le challenge numéro un va être effectivement la complexité de l'environnement qui a été depuis 5, 10, 15 ans parfois à migrer, mais aussi au niveau sécurité, là je reviens là-dessus pour revenir sur Forge pour terminer là-dessus. Nous, c'est notre but. On veut que la technique soit de moins en moins un bloquant pour nos clients. Donc Forge est un exemple. On veut par exemple garantir de plus en plus, on veut héberger de plus en plus d'apps dans notre architecture cloud qui a été récompensée X fois au niveau sécurité. Donc on veut permettre de garantir le même niveau de sécurité pour nos clients qui nous font confiance pour notre cloud Atlassian, pour aussi les apps, en amenant une facilité, un framework qui va permettre aux apps de revenir dans le même niveau de sécurité sans avoir à refaire sur la sécurité. Pour tous ceux qui font, comme Léo et comme moi, je pense, des réponses aux questionnaires de sécurité avant de passer au cloud, on aimerait bien que ces questionnaires disparaissent pour avoir des choses plus labellisées et plus simples. Donc voilà, donc pour résumer ma pensée, la pensée d'Atlassian en général, la collaboration des équipes avant la technique. On veut vraiment que les outils soient simples, efficaces, avec un meilleur outcome, une collaboration à la fin.
Merci pour cette conclusion. Donc, ce tour de table va se terminer, donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. En tout cas, merci à tous. Moi, je suis très content d'avoir ces retours, parce que moi, en tant qu'avant-vente, j'interviens surtout au début, et après, ça disparaît, et on a rarement le temps d'avoir ces retours. Et je suis très content de voir que vos différents projets se sont bien passés ou vont bien se passer. Je pense que Joël, c'est entre de bonnes mains, et la conclusion est déjà tirée. Donc, je vous laisse maintenant poser vos questions aux différents intervenants. Et rebonjour, la magie d'Internet, mais de retour en live. Alors, donc nous avons eu quelques questions. La première, qui va être sûrement plus pour toi, Joël, quelle est la compatibilité avec l'hébergement Atlassian pour une entreprise liée au secteur de la santé? Alors, pour le secteur de la santé en France, on a l'obligation effectivement de stocker les données au minimum en Europe, de préférence en France aujourd'hui. L'hébergeur de cloud de Atlassian, c'est AWS, donc Amazon. Aujourd'hui, à partir de l'offre standard, il est possible effectivement de localiser les données, que ce soit à Francfort ou en Irlande. Ça correspond tout à fait en fait aux besoins pour les établissements de santé. Ça marche. Alors, autre question pour toi, Grégory, pour Atlassian. Quelle est la roadmap cloud à 12-18 mois? Alors, une des valeurs d'Atlassian, c'est d'être transparent. Donc, nous, on essaie de connecter directement notre site de développement avec les annonces produits. On a une roadmap publique, donc il suffit d'aller simplement sur atlassian.com/roadmap en un mot. Et on est vraiment là pour tout ce qui est vraiment dans le pipe est affiché avec une date estimée. Là, j'étais d'ailleurs en train de regarder en live tout ce qui est résidence, avec effectivement tout ce qui a été annoncé par Joël. Donc, la possibilité maintenant pour le standard et le premium de pouvoir localiser les royaumes AWS sur lesquels on se pose. Mais voilà, on fait une mise à jour de la roadmap tous les 3 mois. Donc, vous avez la date de la dernière mise à jour en haut. Donc, on essaye vraiment de garder un maximum d'informations publiques sur les travaux qu'on a, avec toujours la possibilité pour nos clients de revenir vers nos partenaires ou vers nous directement pour faire quelques demandes. On a un système évidemment de classification, mise en priorité de demandes qui vont assez vite, comme Léo le disait tout à l'heure pendant la présentation, qui retombent assez vite en fin de compte dans les produits. On a l'avantage d'avoir un cycle de développement qui est très court, qui est très agile. Donc, les versions de Jira sont assez fréquentes. Donc, la roadmap est assez respectée et assez dynamique. Donc, jusqu'en 2023, actuellement, les choses sont publiées, effectivement. Ok. Alors, nous avons une question. Bonjour, notre instance Data Center, Jira Confluence, Jira Service Management, 25K users, marche très bien. Pourquoi passerions-nous au cloud? Léo, tu veux répondre? Oui. Il y a plein de possibilités. Je vous donnerai la partie vendeur, mais je pense que la partie terrain aussi intéressante. Je pourrais donner ma petite explication après derrière. Oui, il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir une raison déjà de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. Souvent aujourd'hui, les enjeux sont surtout là, c'est-à-dire qu'on gère un IT compliqué, on doit maintenir des connaissances et des compétences. Et donc déjà, comme tout à l'heure je le disais, il y a un coût de maintenance à tenir compte. Et le fait de partir dans le SaaS, c'est se libérer de ces contraintes-là, déjà de contraintes équipes, contraintes matérielles d'investissement, et aussi toute la partie upgrade. C'est-à-dire tous les ans, il faut prévoir la maintenance du data center, il faut faire la partie recette. Et c'est un vrai coût pour l'entreprise. Et après, il y a une autre chose aussi, c'est la capacité justement de pouvoir intégrer facilement une nouvelle brique, les nouvelles fonctionnalités d'Atlassian directement, d'avoir une sandbox aussi maintenue et disponible. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'offre de service cloud est nettement plus efficace que ne l'est le on-prem, on va dire historique. Oui, voilà, je confirme tout à fait. Bon, bien sûr, il y a les avantages, on va dire, évidents du cloud par rapport au coût de maintenance de serveurs on-premise, ça c'est clair. Non, mais au niveau fonctionnalité, c'est là, nous, je reviens sur ce que je disais avant la présentation, le côté collaboration est plus important pour nous que la technique. Comme disait Léo, on veut que les équipes, quelles que soient les équipes, d'ailleurs, pas que IT, mais RH, l'idéal, etc., on veut que tout le monde soit capable de collaborer plus efficacement.
Le fait d'avoir à gérer quelque chose on-premise avec des montées de version et parfois des compatibilités pas forcément équivalentes, qu'on monte pas tous les serveurs des RH, de Legal, de l'IT en même temps ou le dev, on a cette facilité et cette optimisation du temps de déploiement et surtout de l'intégration des nouvelles fonctionnalités. Pour information, techniquement, les versions maintenant data center et cloud sont différentes pour nous. Donc, vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités, le même rythme de développement de sécurité, de fonctionnalités sur le data center versus le cloud. Le cloud est forcément, comme beaucoup d'entreprises dans le monde, comme beaucoup de vendeurs dans le monde, est notre priorité. C'est là où vous verrez bien sûr le plus d'innovation arriver le plus rapidement en fait dans les déploiements cloud. Comme vous n'avez pas effectivement de montée de version à faire manuellement, tout est automatique. Donc, vous avez vraiment l'accès à l'innovation plus rapide. Surtout et là je reviens par rapport une fois plus ce que je disais dans la présentation, on voit de plus en plus le besoin de collaboration d'équipes différentes, d'équipes mobiles, d'équipes en remote, etc. On a tous vu la complexité de passer en remote récemment avec des VPN. J'ai même vu des compagnies qui ont fait livrer des ordinateurs qui étaient au bureau, les faire livrer au domicile des collaborateurs pour pas avoir à reconfigurer un VPN ou le VPN saturé, etc. Donc, on voit que la façon de travailler change, la façon de collaborer des équipes change. Et pour nous, le cloud, et là, on veut mettre le maximum d'innovation. On sait que ça marche très bien en côté on-prem. C'est un petit peu le bon côté de la chose et le mauvais côté de la chose pour amener les gens à cette transformation. On a des gens qui ont encore des versions data center qui fonctionnent parfaitement bien avec des technologies même parfois pas très à jour. Mais l'idée, voilà, c'est d'amener vers cette nouvelle façon de travailler, d'être en alignement avec les nouvelles façons de travailler des équipes sur le terrain, donc connectées sur Internet directement où qu'elles soient. Voilà pour ma longue réponse, désolé. Merci Grégory. Pourriez-vous nous parler des aspects performance entre Jira Server et le cloud, par exemple? Alors, les performances, alors je sais qu'on a, oui, dans la plateforme, alors on a effectivement, on essaie de mettre en ligne le maximum d'informations sur la disponibilité, l'availability de notre performance. On a bien sûr une status page qui va vous donner l'intégralité de la performance la disponibilité des services. Pour la performance, c'est un petit peu difficile de répondre précisément. On est toujours en phase de monitorer les performances en fonction de là où vous vous trouvez sur l'hébergement cloud, l'Atlassian. Évidemment, si vous avez un hébergement en Europe et que vous avez des collaborateurs qui se connectent de très loin, on peut avoir parfois des soucis indépendants de la plateforme. Mais non, c'est quelque chose qu'on traque en permanence. Et bien sûr, vous avez la possibilité assez facilement de pouvoir, on va dire, je prendrai l'exemple de la licence entreprise qu'on a pour le cloud. On a différents niveaux de licence sur le cloud. L'un des plus gros niveaux que nous avons, c'est le niveau entreprise qui permet de faire un petit peu gratuitement un nombre limité d'instances dans votre site, dans votre organisation Atlassian. Et on a vu beaucoup de clients justement qui avaient une certaine complexité d'apps, qui avaient beaucoup de choses qui processaient dans leur site, etc. Parce qu'il y avait tellement de gens, tellement d'équipes différentes qui devaient travailler sur la même instance. Ils ont très rapidement pu commencer à splitter, couper l'instance en plusieurs parties, à commencer à avoir des équipes qui travaillaient plus de façon fonctionnelle, regroupées de façon fonctionnelle sur certaines instances, et donc un petit peu de diluer la charge qui était avant sur une instance, un serveur, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus fonctionnel groupé par équipe. Mais sinon, on a quelques pages publiques sur notre site qui permettent de donner les temps de réponse moyens estimés qu'on regarde en permanence, bien sûr, mais on fait partie du temps de réponse effectivement AWS et autres pour les performances réseau. Après, pour les performances ressources, on va dire physiques de l'instance, CPU et autres, on est dans des configurations standards effectivement de l'AWS et de performances alignées. Après, il y a une petite nuance qu'il faut aussi apporter, c'est que la performance d'Atlassian est aussi directement impactée par les apps. Et là, on a aussi des systèmes de services externes. Et donc, la perception, elle peut être un peu faussée avec les apps. C'est-à-dire que tout n'est pas de la responsabilité d'Atlassian aujourd'hui. C'est pour ça que le système fort, je le rappelle, va justement aussi améliorer cette notion de performance sur les infrastructures. Absolument. Voilà, pour donner le détail, on en parlait avant dans la présentation, c'est pas que le côté sécurité, effectivement, c'est le côté hébergement. Quand vous êtes dans le cloud Atlassian, la partie Jira, Confluence, Jira Service Management et autres sont effectivement hébergés chez AWS dans notre infrastructure cloud. Par contre, dès que vous avez une app, on s'en fie en fin de compte au vendeur de l'app qui a son propre hébergement et sa propre façon.
d'héberger les données, que nous vérifions évidemment. Vous verrez dans la marketplace, nous avons tout un système de labellisation du niveau de sécurité et du niveau de testing, de penetration testing et autres que nous faisons avec nos vendeurs, qui sont obligés d'avoir un certain niveau de sécurité pour être publiés dans la marketplace, et d'avoir ces logos, vous verrez les logos fortifiés et autres. On veut aller plus loin, on veut utiliser la sécurité de notre plateforme, qui, comme je le disais, est extrêmement réputée. Je crois qu'on a eu des prix encore cette année sur la meilleure équipe de réponse sécurité, etc. Au monde. On a des prix un petit peu assez élogieux. On veut permettre aux vendeurs d'applications de pouvoir bénéficier de cette sécurité. Et donc, le fameux framework Forge que nous avons rendu public après quelques années de testing l'an dernier permet aux vendeurs de développer leur app directement dans notre plateforme et donc d'avoir le même hébergement que Jira, que Confluence et l'autre. Et donc, une proximité encore plus étroite avec vos Jira, Confluence et autres, mais aussi la sécurité réputée d'Atlassian pour les apps. Donc là, vous avez beaucoup d'articles sur notre communauté, sur notre documentation, qui vous donnent l'évolution du nombre d'apps qui sont passées sous Forge, et on voit une grosse montée en puissance des vendeurs, des principaux vendeurs qui vont assez massivement vers Forge maintenant. Autre question, quel est le temps moyen entre une prise de décision et l'utilisation de l'offre cloud? Je donne les chiffres moyennés, on va dire. On va dire, ouais. Je vais tenter ma chance et tu me confirmes, Grégory. Je dirais en fonction de l'instance, on va dire une instance simple, ça doit aller de 6 mois, je dirais 6 à 18 mois à peu près. Je pense pour des instances plus complexes, voilà. Ça doit être le temps moyen. Voilà, on est à peu près comme ça. Nous, en général, pour vraiment les choses très simples, on a des clients de toute taille. L'avantage de Atlassian, on est présent chez maintenant officiellement plus de 200 000 clients dans le monde. Donc, vous imaginez qu'on a toutes les tailles, allant de 3 utilisateurs à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs simultanés. Évidemment, la complexité va dépendre du volume et la complexité de la migration à faire. On a vu des migrations très simples qui étaient juste, en fin de compte, un démarrage. Je prends un petit peu l'exemple de Doctolib. C'est vrai qu'on a une facilité on a des clients qui sont tellement avec une telle expérience depuis 10, 15 ans de Jira, qui ont laissé leurs équipes mettre toutes les apps possibles, faire 35 000 workflows, etc. C'est vrai que là, on a une grosse phase de discovery et d'assessment qui amène souvent le client à dire on va utiliser ça comme une opportunité de reprendre les choses à zéro, plus efficace, de s'adapter à des choses plus modernes, des besoins récents qu'on a, et donc se servir de l'historique non pas comme quelque chose à migrer tel quel absolument, mais on va s'en servir plutôt comme archive. On a beaucoup de clients, par exemple, qui importent des années de tickets Jira dans la partie cloud, mais en version archive seule, donc ils ne ramènent pas tous les workflows, etc., mais qui ramènent par contre l'intégralité de l'historique de leur Jira juste en consultation et qui profitent de cela pour faire une migration avec de nouveaux workflows, de nouveaux scripting, de nouvelles automatisations. Et donc là, vous voyez, ça peut réduire énormément. Un client qui veut absolument migrer tout, ça peut prendre jusqu'à effectivement 18 mois pour être sûr que petit à petit, on fait différentes phases. Des clients qui vont être plus radicaux, qui vont nous dire, on importe en archive, on repart à zéro, on fait des nouveaux workflows, des nouvelles automatisations, ça va beaucoup plus vite. Donc en général, oui, 3 mois pour les petites tailles, 18 mois pour les grosses complexités et les velléités vraiment fortes de migrer à l'identique. Mais voilà, c'est des conversations à avoir qui sont intéressantes, à mon avis. Quel est le besoin de remettre tout à l'identique? Rarement un besoin fort. Mais voilà, comme on le disait avant, la transformation, c'est une nouvelle façon de travailler. Donc, pourquoi ne pas se servir de ça comme une opportunité de remettre les choses à plat, de voir les besoins, de s'adapter? Ok. Une question qui s'adresse plus à Olivier et Joël. Est-ce que vous avez pensé à une possibilité de revenir à une solution hébergée? Alors, je vais commencer. Non. Non, clairement non. Majoritairement par rapport aux points qui ont été abordés, que ce soit pendant la présentation ou là dans les propos de Grégory et de Léo. Le but étant de se simplifier la vie et de réduire nos coûts, d'avoir quelque chose de tout le temps disponible, fait que effectivement le retour à la solution hébergée n'est pas du tout dans les tuyaux.
Après, c'est un peu facile de le dire maintenant. Comme je le disais pendant la présentation, nous, on est en train de démarrer cette transformation. Donc voilà. Après, peut-être qu'Olivier, pour lui, il reviendra en arrière, je sais pas, mais c'est effectivement, nous, à notre niveau aujourd'hui, on n'a pas du tout cette volonté. Et la plupart, enfin toute l'équipe projet en fait qui est dessus aujourd'hui a vraiment hâte de pouvoir se lancer dans les travaux et de pouvoir démarrer en fait. Parce que toute cette phase d'attente de travaux est intéressante, mais finalement ils ont tous envie d'avoir le produit final entre les mains et de pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, si je peux compléter, en fait, pour le contexte Evidian, on n'a pas fini le projet, donc il n'est pas question de commencer à revenir en arrière. Hein, pour commencer, ce serait pas la stratégie la plus aboutie. Aujourd'hui, le retour des équipes est très positif sur l'utilisation de la version cloud, notamment la R&D hein, qui l'utilise au quotidien. La migration s'est effectuée très correctement. Il y a des différences fonctionnelles, mais on a beaucoup gagné à passer sur le cloud en termes d'autonomie, de capacité à pouvoir maintenant personnaliser la solution comme on le souhaite. Donc, faut jamais dire jamais parce que on ne sait pas quelles pourraient être nos décisions dans le futur, mais je dirais qu'aujourd'hui tous les bénéfices d'une solution dans le cloud, son hébergement, son maintien en conditions opérationnelles, les upgrades, de toujours bénéficier des dernières versions sans avoir à faire l'effort. C'est l'argumentaire que nous-mêmes, en tant qu'éditeurs, fournisseurs de services dans le cloud, on utilise parce que c'est la vérité, c'est un vrai coût. Hein. La MCO, Léo le soulignait tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut devenir et représenter un poids colossal. Donc là, ça c'est un élément important. Puis un autre aspect aujourd'hui, hein, quand même, c'est que le mode de licensing que Atlassian laisse à disposition des clients, ça filtre beaucoup hein, finalement ce qu'on peut faire, parce que là aujourd'hui, en gros, on peut plus prendre que du data center, donc ça correspond pas à la taille et aux ambitions actuelles de Evidian. Donc non, le cloud, on va au contraire, on va avancer et les projets qu'on a en cours avec Valiantis justement pour affiner notre stratégie de migration, non pas des outils Atlassian on-premise vers le cloud, mais plus des outils qu'on a déjà en place et qu'on veut remplacer par des outils Atlassian, fait que c'est plutôt le sens de l'histoire. Voilà, continuer sur le cloud. Super. Autre question qui va peut-être s'adresser plus à toi, Adèle. Quels sont les leviers de l'adoption des outils par les utilisateurs chez Doctolib? Yes. Alors, je pense que c'est ce que je mentionnais pendant la présentation. Le fait que ça soit très collaboratif, c'est quelque chose qui drive vraiment l'adoption. Je pense aussi au fait que les produits soient bien intégrés les uns les autres. Alors nous, on l'utilise pas encore assez, mais l'intégration de la knowledge base avec Jira Service Management, c'est quelque chose qui est très puissant et qui permet de faire gagner du temps aux équipes. Et à partir du moment où on fait gagner du temps aux gens, forcément, ils sont pour utiliser l'outil. Je dirais le dernier point, c'est le fait que ça soit simple. On utilise énormément Confluence, j'en ai beaucoup parlé. L'éditeur, par exemple, de Confluence, il n'y a pas le fioriture, quoi. Donc, alors oui, on va pas pouvoir faire un texte avec une police qui soit très personnalisée, etc. Mais au moins, quelqu'un qui est pas très digital, on va dire, aura pas de problème à l'utiliser, quoi. Et moi, j'ai rajouté quelque chose. J'ai hâte de voir ce que va nous faire Atlassian depuis qu'ils ont acheté une boîte autour de l'intelligence artificielle pour proposer des articles de la base de connaissances avec JSM. Donc, Grégory, je compte sur toi. Et tes équipes, bien sûr. Dans la roadmap publique. Non, oui, c'est le but. Effectivement, une des fonctionnalités, pour revenir à la question précédente, pourquoi aller dans le cloud? Vous imaginez bien que quand on a les instances qui sont un petit peu côte à côte, avec votre connaissance sur des tickets Jira, des pages Confluence, etc., qui arrivent au même endroit, on va être capable d'avoir des portails qui sont extrêmement puissants. Imaginez un portail où vous recherchez un mot-clé, vous avez à la fois l'historique des pages documentaires qui ont été faites, mais à la fois aussi les tickets qui
qui ont été peut-être marquées en résolu, des choses historiques qui vont arriver au même endroit. C'est là la puissance après l'intelligence artificielle de commencer à regrouper les choses et d'avoir dans un portail très simple, le portail de Jira Service Management, d'avoir beaucoup de choses qui sont regroupées en même temps. Évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas facilement faire étant on-prem, mais qui vraiment s'ouvrent et qui ouvrent le domaine des possibilités dès qu'on est dans un mode hébergé dans le cloud. Ok. Alors, on a une remarque qui se clôture par une question. Confluence est un outil formidable pour stocker de la connaissance. Le problème, c'est qu'au bout de plusieurs années d'utilisation, une véritable stratégie de la gestion de la connaissance se fait dans l'outil et est utilisée par des personnes des ressources humaines, des responsables de la data, de la privacy et du légal. Quel discours apporter à ces personnes qui veulent surtout pas que les données soient à disposition d'un grand groupe comme Atlassian, par exemple? Alors là, il y a deux parties. Là, il y a la partie technique et la partie, on va dire, plus process et méthodologie des suivis de clients. C'est vrai comme tout outil, et c'est un petit peu notre, on va dire, notre historique qu'on traîne, c'est qu'on a des outils qui sont tellement faciles d'utiliser et tellement faciles, on va dire, à administrer que on peut faire ce qu'on veut avec. C'est vrai que comme tout outil, et pas que l'outil Atlassian, une fois que vous avez la liberté et l'autonomie des équipes sur les choses, on peut avoir forcément un petit peu de désorganisation au fur et à mesure du temps. Alors nous, on essaye techniquement d'être là pour proposer des solutions de clarification. Moi, je parlais encore de la possibilité de faire plusieurs instances. On a des gens qui découpent un petit peu les espaces, qui font des instances différentes en fonction des équipes. Alors qu'avant, par exemple, sur on-prem, vous aviez une grosse instance Confluence où vous mettez tout dedans. Sur le cloud, on voit beaucoup de clients qui commencent à séparer, avoir une instance pour les RH, une instance pour le dev, une instance pour le marketing et autres. Vu que tout est intégré et que la recherche pourra se faire de façon plus transverse, la localisation, la partie technique nous intéresse moins. On laisse peut-être des scopes plus petits dans chaque instance pour que chacun y mette ses données. Par contre, la recherche pourrait être transverse grâce à l'hébergement commun. Mais voilà, au niveau technique, on peut offrir une version un peu clarifiée, un peu segmentée des choses, mais il n'en restera pas moins la partie méthodologie, adoption et process, tout ce qui est contrôle d'accès des users et éditeurs, etc. Et c'est là qu'effectivement, on a besoin de nos partenaires pour mettre en place ce suivi d'accompagnement. C'est un outil technique, oui, mais qui aura besoin d'un petit peu de méthodologie au-dessus. Donc, oui, la technique, on peut faire beaucoup de choses pour cisailler un petit peu et mettre une sorte un peu de fonctionnel sur la façon dont on installe les instances et les différents sites. Par contre, moi, je vous conseille vivement de vous faire accompagner, comme tout système de documentation, vous faire accompagner par un partenaire comme Valiantis pour vraiment être là sur le terrain, vous donner les méthodos, les best practices et les façons d'administrer et d'organiser les choses proprement. Après, je rajouterais mon petit pendant aussi avant-vente. Les données sont stockées de manière encryptée, les transferts sont encryptés. Il y a toute une politique de la sécurité, de la confiance qu'Atlassian partage sur son site web pour expliquer la manière dont ils sont audités, la manière dont ils opèrent sur les plateformes. Il y a aussi toute une partie audit. Donc je ne crois pas que les données soient consultées par Atlassian pour pirater les secrets industriels des entreprises. Je pense pas du tout que ça soit le sens de l'histoire. Non, absolument. Pour rassurer les parties sécurité légale et autres, quoi. On est audité en permanence, effectivement. Je vous conseille vivement de consulter, tout comme tout à l'heure, on avait la page roadmap qui était publique. On a aussi la partie trust, notre page trust sur Atlassian, donc atlassian.com/trust. C'est l'intégralité de la partie sécurité, vie privée, utilisation des données, résidence et tout ce qui est compliance aux différents organismes. On a effectivement une publication officielle et transparente de tous les résultats d'audit qu'on fait. On n'a absolument effectivement aucun accès aux données. On a des process même de support extrêmement stricts qui font que même un ingénieur qui a un ticket ouvert d'Atlassian et qui doit réparer quelque chose, c'est sous le contrôle du client avec autorisation vraiment individuelle d'accès aux données. Non, qui est extrêmement strict. Techniquement, c'est des choses qui sont extrêmement cloisonnées. Et même, on veut aller encore plus loin. On comprend, il y a le côté résidence, etc. Moi, je parle juste d'un petit thème qui va dans ce sens-là. On est en train d'amener dans Jira et Confluence, plus tard Jira Service Management, le concept d'amener votre propre clé de chiffrement. Le concept qu'on appelle Bring Your Own Key, BYOK, que vous trouverez d'ailleurs dans la roadmap si vous regardez. L'idée, c'est quelle que soit la résidence, quel que soit l'hébergement où vous soyez,
vous pouvez choisir d'encrypter avec vos propres clés toutes les données qui sont stockées chez vous, ce qui fait que techniquement, c'est encore moins possible de pouvoir accéder à vos données qui deviennent encore plus confidentielles qu'elles ne sont déjà. Le temps s'écoule très vite. Une dernière question avant de clôturer. En version cloud, peut-on avoir une instance de test en plus de la prod? On a beaucoup de facilité pour ça, effectivement. Beaucoup de nos versions cloud viennent avec une version de recette qui vous permet de faire des tests en plus. On a aussi le concept de sandbox, de bac à sable, on va dire, qui vous permet de pouvoir très rapidement tester une copie de vos données et même dans certains cas, une copie de la version précédente qui a été publiée. Vu que nos versions cloud sortent régulièrement, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de bac à sable qui vous permet d'avoir pendant quelques semaines la version future qui sera passée en production chez vous pour pouvoir faire des tests de recettes de compatibilité. Sachant que les versions qui sortent régulièrement sont des versions quand même souvent d'interfaces mineures avec des fonctionnalités en plus, mais qui ont généralement peu d'impact fonctionnel sur l'intégrité de la plateforme. Mais on vous propose d'avoir ça, effectivement. Il y a un ensemble de possibilités, copie d'environnement de prod en recette, et aussi les bacs à sable disponibles pour chaque produit dans votre instance. Ça marche. Merci Grégory. Le webinaire touche à sa fin. Il y a eu énormément de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on reviendra vers vous par la suite pour essayer de répondre à toutes vos interrogations. Merci Grégory, merci Adèle, merci Joël, merci Olivier pour votre participation. Merci Léo d'avoir été l'animateur de cette table ronde. Et bien